Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on va penser différemment ce soir. On va essayer de penser pour commencer. On va peut-être pas changer le monde, mais on va déjà essayer de le comprendre. Alors, vous connaissez peut-être cette image. Les Grecs, les anciens Grecs, pensaient que c'était le centre du monde. C'est le sanctuaire de Delphes. Alors vous savez peut-être, la Pythie est sur son trépied, et puis elle parlait au nom d'Apollon pour répondre aux questions des Grecs. Et vous savez que d'un côté de ce temple d'Apollon, il y avait écrit le fameux Gnotis Eoton, connais-toi toi-même. Alors ce qu'on sait moins, c'est que de l'autre côté, il y avait écrit rien de trop. Rien de trop. Les Grecs avaient le génie de la mesure et ils haïssaient l'excès. Et je crois que les Grecs auraient haï notre époque. Pourquoi ? Parce que nous sommes de plus en plus dans l'ère des extrêmes, dans l'ère de la polarisation. En fait, la civilisation, depuis toujours, elle a cherché à surmonter toutes les difficultés, tout ce qui pouvait limiter notre capacité à être excessif. Regardez, l'expression « le jeu n'en vaut pas la chandelle », parce que la chandelle, pendant très longtemps, coûtait trop cher, et donc il fallait bien mesurer si on avait vraiment envie de veiller quand la nuit était tombée. On était dépendant du jour et de la nuit, on était dépendant des saisons, et puis on a inventé, évidemment, les maisons, le fait de se chauffer, le fait de s'habiller. On a pu aller habiter d'autres endroits du globe où, normalement, nous ne pouvions pas vivre. Petit à petit, nous avons réduit à néant tous les garde-fous, tout ce qui nous empêchait de vivre dans nos excès. Regardez par exemple, nous n'étions pas faits pour les excès de sucre. 40% des adultes américains sont aujourd'hui classés comme obèses. Mais cet excès n'était rien à côté de ce qui est en train d'arriver avec l'ère numérique. Car l'ère numérique, et c'est ce que je vais essayer de vous dire ce soir, l'ère numérique a abattu tous les garde-fous, toutes les limites, tout ce qui allait faire que nous ne pouvions pas être excessifs. Et nous sommes entrés dans une ère des extrêmes dans tous les niveaux, économique, social et politique. La société, si nous voulons, a trois dimensions. La transaction, c'est-à-dire l'économie, la liaison, la relation, le fait d'être ensemble, et puis l'information. Et l'information, c'est le pouvoir. Et on va voir que ces trois piliers, aujourd'hui, sont en train de se polariser. Le premier, c'est la transaction. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans une économie qui oppose seigneurs et vassaux. Autrefois, il y avait des limites géographiques très rapides au marché. Vous vous souvenez, en 1790, quand on a fait les départements, on avait fait les chefs-lieux pour qu'il faille une journée à cheval au maximum pour aller jusqu'au chef-lieu. Une journée à cheval. Au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, pour aller de Paris à Lyon, il fallait 10 jours. Pour aller de Paris à Marseille, il fallait 15 jours. Si vous vouliez aller en Chine, c'était 1 an pour y aller, c'était 1 an pour revenir. Aujourd'hui, il y a un train chinois qui met 15 jours entre la Chine et Lyon. Il y en aura 5000 par an. Dans les années 60, les plus grands porte-conteneurs pouvaient en avoir 6000. 6000 équivalents 6 pieds, comme on dit. Aujourd'hui, ils peuvent en avoir jusqu'à 11 000. La taille des marchés a augmenté et a apporté avec elle la taille des entreprises. Mais ça n'est absolument rien, là encore, à côté de ce que le numérique permet, car le numérique a fait disparaître la frontière géographique, le problème de la géographie et de l'espace. Vous pouvez, grâce à la scalabilité de votre offre, offrir à toute l'humanité, en même temps, la même offre, et c'est ce qui produit des entreprises si grandes et cette économie biface, comme disent les économistes, où les plateformes dominent le monde. Souvenons-nous, au 8e siècle, Charles Martel, qui a remplacé les Mérovingiens par les Carolingiens, avec son fils, Pépin le Bref. Quelle était sa fonction ? Il était maire du palais. Le maire de palais, c'est qui en fait ? C'est l'intendant, c'est celui qui s'occupe de la logistique. Quand vous maîtrisez l'entrée du palais, quand vous maîtrisez l'intendance, vous avez le pouvoir. En réalité, c'est ce qui s'est passé autrefois avec Pépin le Bref, c'est ce qui est en train de se passer avec les GAFA. Ces GAFA dont la taille ne cesse de grandir. En 2018, les plus grandes capitalisations boursières du monde, c'était Alphabet, que vous connaissez évidemment sous le nom de Google, c'était Amazon, c'était pas Facebook, un peu plus petit, c'était Tencent et évidemment Apple. Si vous prenez les 100 plus grandes capitalisations boursières, ça fait 20 000 milliards, c'est égal au quart du PIB mondial. Ces entreprises ont une taille absolument inouïe. Facebook a 2,3 milliards d'inscrits. C'est 30% de l'humanité vivante aujourd'hui.
Ça n'aurait jamais été possible, évidemment, autrefois. Et ces entreprises agissent un petit peu comme des trous noirs qui absorbent la lumière, puisqu'ils réalisent, ils sont capables, ils ont l'argent pour acheter toutes les innovations qui passent à portée. En 10 ans, les GAFAM avec Microsoft, ont fait 400 achats majeurs. Depuis 1996, Google en a fait plus de 200 achats majeurs pour un montant de 37 milliards de dollars. Les entreprises ne cessent de grandir et elles ont l'exclusivité de la relation à vous et elles ont l'exclusivité de la relation entre le marché et de vous vers le marché. Et c'est ça, évidemment, qu'elles parviennent à monétiser. La deuxième chose qui est en train de se polariser complètement, c'est la société, c'est la relation. C'est, vous savez, Wells qui avait écrit cet extraordinaire livre, La machine à remonter le temps, dans lequel il explique en l'an 6000, il imagine que l'humanité s'est divisée en deux. Il y a d'un côté les Morlocks qui vivent sous terre, qui sont les producteurs, et puis en haut, il y a la race un peu éthérée, toute diaphane, des Elohim, qui d'ailleurs se font bouffer la nuit par les Morlocks, mais ça pour la petite histoire. Deux humanités complètement différentes, c'était ce qu'on imaginait au XIXe siècle, la conséquence d'une polarisation totale, de façon un peu troublante, c'est ce qui a l'air de commencer à réémerger. Il y a un auteur qui s'appelle Lippietz qui a expliqué que nous passions de la société en losange, avec beaucoup de gens au milieu et quelques extrêmes, à la société en sablier, avec beaucoup de gens aux extrêmes et de moins en moins de gens à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a cet élément de dualité. Dans les années 30, on rapporte un dialogue fameux, qui n'a peut-être pas eu lieu, mais enfin bon, il est devenu légendaire, entre Fitzgerald, celui du Great Gatsby, et Hemingway. Fitzgerald dit, tu sais, les riches, ils ne sont pas comme nous. Et Hemingway, on est dans les années 30, dit, oui, c'est vrai, ils ont plus d'argent. La seule différence entre le riche et les pauvres dans les années 30, c'était l'argent. Aujourd'hui, de plus en plus, la différence entre les riches et les pauvres, elle est beaucoup plus fondamentale. Elle est dans les modes de vie, dans les références, le vocabulaire et toute la façon de vivre. C'est ce que montre par exemple Murray dans un livre qui s'appelle Coming Apart, où il explique que depuis les années 60, il y a une différence avec une dichotomisation, si je peux me permettre ce mot, dans la société américaine, alors que jusque-là, elle était de façon assez exemplaire, extrêmement unie dans ses références. Coming apart, c'est-à-dire vous avez une différence de plus en plus grande entre les deux. On peut parler, les économistes parlent d'un effet Mathieu, vous savez, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On pourrait aussi parler, moi j'ai l'idée d'appeler ça l'effet Cyrano. Vous savez, dans Cyrano, on parle des moulins. Le moulin, il peut vous projeter dans les étoiles ou vous projeter à terre. Et aujourd'hui, on voit que dans notre société numérique, c'est exactement ce qui se passe. Puisque, oui, tout est one click away. Le savoir est à une portée de clic. Sauf que vous avez probablement 30% de Français qui n'arrivent pas à avoir réellement accès au savoir parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser Internet. Déjà, on avait 20% d'illettrés. Évidemment, quand vous êtes illettré dans la vie, c'est compliqué de ne pas être illettré numériquement. Donc, vous avez des gens qui ne feront pas ce clic. Et la société numérique donne des ailes extraordinaires à tous les gens qui sont dans cette salle, à tous les gens qui sont connectés à la mondialisation. On pourrait prendre aussi l'image d'un train. Plus le train va vite, plus la différence entre ceux qui sont restés sur le quai et ceux qui sont dans le train s'agrandit rapidement. Cette différence, elle devient de plus en plus préoccupante et on peut avoir peur effectivement d'avoir demain, d'un côté, des techno-leaders hyper connectés et de l'autre, des techno-largués sans aucun espoir de pouvoir apporter de la valeur à la société et de trouver évidemment un emploi. Cette dichotomisation, elle se voit aussi dans quelque chose qui a déjà existé dans l'histoire. Autrefois, les grandes villas romaines du temps de la Pax Romana étaient ouvertes sur la campagne parce qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Et on voit une civilisation va mal à l'aune des murs qu'elle est obligée d'édifier. Et évidemment, les châteaux forts, ça a été la réponse à l'époque à cette insécurité extrême qui était revenue. Or, que voyons-nous? Nous sommes en train de réédifier des murs. Évidemment, entre le Mexique et les États-Unis, des murs physiques, mais aussi des murs économiques. Parce que la grande différence aujourd'hui, de plus en plus, elle est entre les territoires extrêmement prospères, hyper prospères, et puis les territoires complètement à l'abandon, entre la ville, entre les hyper-métropoles qui se développent, et puis les autres.
L'Afrique, d'ici 30 ans, va doubler de taille. Elle atteindra 2,5 millions, 2,5 millions d'habitants en 30 ans, soit un doublement de taille. La ville de Lagos, en 2 générations, elle est passée de 200 000 personnes à 20 millions. Et elle s'étend aujourd'hui sur plus de 1000 km². Vous avez d'un côté une hypercroissance des villes et d'un autre côté des territoires de plus en plus à l'abandon. Cette dichotomie, on ne sait pas à l'heure actuelle comment la régler. Évidemment, elle a une conséquence économique extrêmement forte. Et puis le troisième pilier, c'est l'information et c'est le pouvoir. Alors à gauche, vous avez quoi? Vous avez évidemment l'hyper-totalitarisme chinois, avec le système de notation sociale. Ce système a d'ores et déjà interdit de transport 23 millions de Chinois. À l'heure actuelle, vous avez en Chine 300 millions de caméras. Dans 2 ans, il y en aura 1 milliard. Caméras sont directement recoupées avec vos données de déplacement, avec vos données d'achat et avec ce que vous racontez sur WeChat. Tout est ouvert, tout est collecté par l'État, tout est contrôlé, ça vous donne une super notation sociale. Et donc, un contrôle parfait. De l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Les hyperdémocraties. J'ai mis une photo d'un activiste vegan qui se fait marquer au fer rouge pour protester contre le fait de manger de la viande. Nous avons des sociétés démocratiques qui arrivent de moins en moins à organiser un débat et qui sont plutôt des juxtapositions de groupes qui deviennent de plus en plus violents du fait de leur incapacité à dialoguer. Pourquoi? À cause évidemment du tsunami de données, du datanami. Vous êtes tous très jeunes dans cette salle, mais vous venez quand même du monde d'avant, du monde où les structures d'éducation ont été faites pour un monde où la formation était rare. Et donc l'information que vous aviez, elle avait déjà été sélectionnée. Alors qu'aujourd'hui, notre problème, il est exactement inverse. L'information, elle est infinie, et notre problème, c'est d'arriver à sélectionner la bonne. Mais dans ce monde d'information infinie, l'information qui ressort n'est en fait en général que l'information la plus extrême. Celle qui va faire qu'on s'en souviendra, celle qui va faire qu'elle va être frappante, drôle. Et donc, ça n'est pas l'information la plus pertinente. Autrefois, on arrivait parfaitement à contrôler l'information. En 1633, quand on a voulu faire dire à Galilée que la Terre était bien le centre du monde et qu'elle ne tournait pas, évidemment, autour du Soleil, ce qui est totalement absurde, eh bien, on a pu lui faire un procès et on l'a fait taire. Dans les années 70, il y avait une chaîne de télé, c'était facile de contrôler l'information, il y avait quelques médias, et le président de la République pouvait toujours décrocher son téléphone pour arriver à éviter certains sujets. Aujourd'hui, 62% des Américains s'informent d'abord et avant tout sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'échange. C'est à la fois extraordinaire d'un point de vue démocratique, et à la fois, on s'en rend compte aujourd'hui dans nos vieilles démocraties, terrible, car le dialogue démocratique n'a plus lieu, parce qu'il y a des effets cognitifs, par exemple, comme ce terrible effet Dunning-Kruger, qui fait que moins on connaît un sujet, plus on est persuadé qu'on le connaît. Et que les vrais savants sont pleins de doutes. Et que l'ignorant, la plupart du temps, malheureusement, est persuadé qu'il sait. Alors il y a des sites extraordinaires qui sont des sites en fait faits pour faire de l'argent, comme celui-là, on sait ce qu'on veut qu'on sache, qui a été fermé depuis. Mais c'est un site qui, pourrait dire façon de fonctionner, de vous proposer des trucs hyper choquants, du type l'ail est 15 fois plus puissant que les antibiotiques. Les attentats contre Charlie sont organisés par le gouvernement. Et la conséquence, un sondage l'année dernière avait montré, vous savez, que 32% des Français pensaient que le sida avait été inventé en laboratoire puis inoculé à l'homme, et que 9% des Français pensaient que la Terre était plate. On pensait qu'Internet allait libérer l'information et le savoir. Il a rendu le savoir invisible. Nous sommes tous dans une bulle qui, malheureusement, est souvent une bulle des pensées les plus extrêmes. Vous tapez « vaccin » sur Amazon. Regardez ce qu'il va vous donner. Il va vous donner que des livres anti-vaccins. À partir du moment où vous serez allé voir par curiosité les livres anti-vaccins, on vous proposera d'autres trucs anti-vaccins. Et ça y est, vous êtes enfermés dans la bulle du délire. Ça, malheureusement, ça nous arrive tous. Ces bulles cognitives, évidemment, depuis l'élection de Trump, on les connaît.
Internet, c'est évidemment aussi la manipulation avérée de puissances extérieures à travers la manipulation d'informations et le relais, voire la production d'informations plus ou moins fausses, en tout cas vues sous certains angles. La politique et la continuation de la guerre par d'autres moyens. Les médias traditionnels, autrefois, étaient des sélectionneurs de l'information. Aujourd'hui, ils courent après l'information des réseaux sociaux et la seule façon pour eux de surnager est d'être encore plus extrêmes. C'est-à-dire d'inviter des gens qui vont d'abord se foutre sur la gueule, de préférence. D'inviter des gens qui vont incarner les points de vue les plus extrêmes et donc augmenter le phénomène de polarisation. Il est d'ailleurs assez rigolo de constater, il y a une étude qui a montré que ceux qui utilisent plus de 7 réseaux sociaux ont 3 fois plus de chances d'être en dépression que ceux qui en utilisent moins de 3 et moins. Plus vous utilisez des réseaux sociaux, plus vous êtes anxieux et déprimé. Et moins peut-être vous êtes forcément informé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je ne veux pas vous laisser sans viatique. D'abord, retrouver le sens de la mesure. Retrouver le sens de la mesure, vous savez, c'est cette déesse qui s'appelait Némésis, qui ont été représentée avec le coude plié, parce que le coude plié, c'était justement la mesure, le fait qu'on était mesuré, on n'était pas dans l'infini. Retrouvons le sens de la mesure, retrouvons le sens de la Némésis. C'est Paul Valéry qui disait « Le monde ne vaut que par les extrêmes, mais il ne tient que par les modérés ». Nous avons tous besoin de redevenir des modérés, de ne pas donner toutes nos données probablement à la même plateforme, de ne pas dépendre volontairement de la même plateforme. C'est possible, on peut le faire. Facebook, il y a quelques mois, a été fermé pendant quelques heures. Telegram a enregistré plus de 3 millions de nouvelles inscriptions. On peut très facilement s'en aller. Dans le système, c'est one click away, mais encore faut-il le faire, cet effort d'aller one click away. Retrouvons le sens de la mesure. Nous pouvons résister, mais ça, c'est une décision évidemment individuelle. C'est aussi une façon de vivre et de ne pas se laisser aller à la facilité et aux bulles cognitives. La deuxième idée pour refonder la politique, il faut cesser de relativiser. Cesser de penser que la science et l'opinion, c'est la même chose. Retrouver les hiérarchies des savoirs. Car tout ne se vaut pas. Vous savez, le mot intelligence interléguérée, c'est à la fois mettre les connaissances ensemble, mais c'est aussi les choisir, les cueillir. Les guérer, c'est cueillir. C'est-à-dire en choisir certaines et ne pas en choisir d'autres. Et donc, il est fondamental qu'on retrouve le sens de la différence entre celui qui sait et celui qui, objectivement, ne sait pas, entre la science, la vraie, et l'opinion, voire le délire. La troisième chose, le troisième conseil, c'est mêler Athènes et Sparte. Vous savez, on a souvent, c'était 2 ennemis, évidemment, politiques très très forts, mais Athènes, c'était évidemment l'ouverture démocratique. Sparte, c'était des gens qui avaient décidé, depuis la réforme de Lycurgue, de devenir d'abord et avant tout des combattants. Moi, je pense qu'il faut mêler les deux. On doit devenir des combattants du savoir, des athlètes de la connaissance. C'est la seule façon de redonner des compétences qui, à l'ère de l'intelligence artificielle, va permettre à tout le monde de continuer à être employable et de continuer à comprendre le monde. Nos vieilles sociétés démocratiques doivent devenir des athlètes de la connaissance, des Spartiates de la connaissance, des combattants de la connaissance et du savoir. C'est notre seule porte de sortie positive. Pour terminer, je ferai une petite remarque. Vous savez, l'humanisme, c'était un projet politique aussi. Et à l'époque, à partir de Thomas More, on a commencé, lui qui a forgé le mot, on a commencé à écrire ce qu'on appelait des utopies. Utopie, ça veut dire 2 choses. C'est à la fois le lieu qui n'existe pas, utopos, et c'est aussi eutopos, le bon lieu, le lieu qu'on a envie de faire. Et puis à partir de là, beaucoup de gens ont écrit des idées de société idéale. Vous vous rendez pas compte aujourd'hui du fait un peu bizarre que plus personne n'est capable d'écrire ça? On n'écrit plus que des dystopies. Gattaca, Terminator, The Island, Black Mirror, évidemment. On n'est plus capable que d'écrire des utopies, que d'écrire des dystopies, pardon. Redevenons capables d'utopie. Nous devons essayer de retrouver une capacité à avoir une vision positive de la modernité sans être technobéat ni technophobe. C'est Simone de Beauvoir qui disait « La fatalité ne triomphe que si on croit en elle ». Je crois qu'aujourd'hui, on est capable de se reprendre en main encore. C'est évidemment peut-être pas très optimiste ce que j'ai dit ce soir, mais vous savez ce que disait Gramsci? Il faut avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Merci.